Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Mon invité d'aujourd'hui est un père de famille et un entrepreneur passionné. Depuis plus de 2 décennies, il travaille avec une rigueur qui force le respect. Nous allons donc nous installer ensemble pour comprendre le métier d'agent immobilier, comment on traverse les époques, comment on bâtit une identité forte et aussi comment on transmet les valeurs du travail. C'est avec un immense plaisir que nous vous ouvrons les portes de l'univers d'Alain Moreno. Salut Alain, comment tu vas? Salut Eliane, ça va et toi? Ça va, merci. Merci à toi de nous faire honneur de ta Je présence. t'en prie. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis Alain Moreno, j'ai 55 ans, je suis marié, 2 enfants et je suis nocéen depuis plus de 50 ans. Donc, j'ai 2 agences immobilières sur la ville de Neuilly-Plaisance. La première que j'ai créée dans les années 2000. Est-ce qu'il y a une ville qui t'a marqué durant ton enfance? Ah oui, il y a une ville qui, plus qu'une ville, c'est un petit village qui s'appelle Charly-sur-Marne, dans l'Aisne, limite 77, puisqu'en fait, c'est le début de l'histoire de la famille Moreno, puisque mon oncle, qui est arrivé d'Espagne, le grand frère, le patriarche de la famille, quand il est arrivé d'Espagne, il a été dans ce petit village qu'on appelle Charlie. Et ensuite, c'est lui qui a fait venir toute la famille. Donc, mon père, mes oncles, mes tantes. Et surtout, nous, quand on était jeunes, on allait tous les week-ends là-bas. On allait toutes les vacances là-bas, hein, c'est une heure de route. Et je me souviens même qu'avec nos cousins, on se retrouvait, bon, on était une trentaine chez mon oncle, on se cachait les dimanches soirs pour pas rentrer sur Neuilly. Donc oui, Charly, ça a été une ville importante pour moi. Un lieu qui t'a marqué donc durant ton enfance. Tu as un petit peu évoqué la famille, tes parents faisaient quel métier? Alors, mes deux parents étaient ouvriers en usine. Ma mère, ah bon, a été ouvrière et après a fait du ménage. Mon père, il a été ouvrier jusqu'à 50 ans. À 50 ans, sa boîte, elle ferme et il a décidé de passer son CAP plombier chauffagiste. Donc à 50 ans, il est retourné avec des gamins de 18 ans, refaire son CAP qu'il a eu et ensuite il a fait plombier chauffagiste jusqu'à la retraite. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai deux sœurs et six neveux-nièces. Deux petites sœurs. Ah d'accord, ah quand même. Comment s'est passée l'école primaire? Je dirais, ça s'est bien passé. Je n'étais pas forcément un gros travailleur. Je faisais le strict minimum pour avoir la moyenne. Donc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Idem pour le collège? Oui, tout à fait. Collège, lycée. J'ai toujours. Je suis passé juste, mais je suis passé à chaque fois. Et tu étais, au niveau tempérament, tu étais quel genre d'adolescent? Sans trop de difficultés. J'étais plutôt quelqu'un de calme. Donc, je dirais, oui, tranquille, sans difficulté. Et tu as fait quel bac? Tu as fini le lycée par quel baccalauréat? Alors, c'est le bac B, ça n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais plus, c'était sciences économiques et sociales. Donc, je ne sais plus à quoi ça correspond aujourd'hui. Il y a eu la réforme, donc aujourd'hui, c'est plus vraiment sur les filières générales, c'est plus exactement comme C'était pas le scientifique, c'était l'économique, quoi. économique et social. L'équivalent de ES pour ceux qui ont passé le bac jusqu'à 2020 ou 2021. La réforme avait eu lieu à ce moment-là, je crois. Et après le baccalauréat, tu as enchaîné sur quelles études? Ensuite, j'ai fait un DUG administratif, économique et social, DUG AES, et parce que au départ, je voulais être avocat, mais il fallait faire des études bac plus 6, bac plus 7. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi, le DUG ne m'amenait pas directement à un métier, il fallait continuer. Et j'ai fait un DUT, ça correspond en gros à un BTS en alternance dans l'immobilier. Euh, Quelle a été ta première expérience professionnelle? Ma première expérience professionnelle, bah, c'est quand j'étais étudiant. J'ai fait l'ouverture d'Euro Disney, du parc Euro Disney à Marne-la-Vallée, et j'ai travaillé dans une boutique en alternance, en même temps que les études. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as tiré justement de cette première expérience? Alors, première expérience, je ne sais pas si on est conscient de ce qu'on tire comme expérience, mais je dirais que je pense que oui, de côtoyer beaucoup de monde, ça m'a permis d'être plus à l'aise avec la clientèle. Donc un premier, c'est là peut-être où il y a eu des prémices pour le relationnel peut-être? Quelque chose qui fait que tu es plus à l'aise pour parler avec les clients? Certainement, parce que tous les jobs que j'ai faits
en tant qu'étudiant. Bon, j'ai fait Castorama, j'ai fait Pierre Import. Bon, ça a été souvent des commerces qui touchent le particulier, qui s'adressent au particulier. Ça fait rebondir. Est-ce que tu as eu toujours d'autres expériences professionnelles avant de monter? Oui, j'ai pas mal vadrouillé sur des petits boulots, mais ma plus grosse expérience, on va dire, avant l'immobilier, c'était des ventes de systèmes d'alarme aux particuliers en porte-à-porte. D'accord. J'ai fait ça pendant de mémoire de 2-3 ans. Et là aussi, quel bilan tu pourrais en faire de cette expérience? Alors là, c'est vraiment une autre expérience parce que ne serait-ce que le porte-à-porte, c'est plus que toutes les écoles. C'est-à-dire que là, on est vraiment en contact direct. On doit prendre l'habitude des portes claquées parce que forcément, vous allez déranger les gens. Donc pour moi, ça a été la meilleure école, ça a été le porte-à-porte, effectivement. Donc malgré les portes claquées que tu viens d'évoquer, etc., ça a été quand même formateur. Formateur, notamment au niveau de la résistance à l'échec. C'est-à-dire que si, à force de se prendre des portes, tu continues quand même à y aller, bah, ça te renforce mentalement. Donc ça a pu développer une forme de résilience en fait chez toi, si on comprend bien, par rapport à l'échec. Euh, Par rapport à la partie, on va dire, un peu plus entrepreneuriale, à quel âge tu as décidé de monter ta propre structure? En 2000, donc j'avais 30 ans. Ah, donc il y a une symbolique, il y a une double symbolique du coup, le fait que tu avais 30 ans à ce moment-là et que l'an 2000 venait de débuter. Ah oui, et puis bon, là, on s'en rend pas compte. Mais quand on approchait de l'an 2000, euh, on ne savait pas vers quoi on allait. À l'époque, on disait que c'était la fin du monde, ça va changer. On ne se rend pas compte, changement de siècle. Donc oui, il y a beaucoup de symbolique, oui. Ok, oui, oui, donc même ce changement de siècle, même de millénaire du coup, faisait que justement la symbolique était d'autant plus forte. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt choisi d'entreprendre plutôt que de rester dans le salariat? Alors ça, je pense que le côté entrepreneuriat, celui qui entreprend, il l'a en lui. C'est-à-dire qu'il a déjà la personnalité. Mais je dirais, ça a été des mauvais patrons qui m'ont donné l'envie d'être patron. Pourquoi? Parce que je dirais quand vous travaillez pour certains patrons et que quelque part vous vous rendez compte qu'ils ne respectent pas l'équipe, ils ne respectent pas la personne, ou que vous avez aussi des idées bien prédéfinies avec un fort caractère, bah, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Si on ne s'entend pas avec les patrons, il faut créer sa boîte. Donc c'est un peu pour ça que j'ai créé ma société, quoi. Et cette fibre, du coup, tu parlais de fibre entrepreneuriale, tu l'as eue à partir du moment où tu as rencontré donc, ces mauvais patrons, comme tu les appelles. Bah, ça a été au fur et à mesure. C'est-à-dire que lorsque j'ai fini, lorsque j'ai arrêté mon expérience dans les alarmes à vendre du porte-à-porte, je suis tombé sur une agence immobilière. Le patron ne connaissait pas la partie management, d'accord? Donc je lui ai dit, écoute, bah, moi je te crée une équipe et bah, forcément on avance avec la carotte. Donc je te crée une équipe et à la fin, je veux ça, je veux ça, je veux ça et je veux ça pour mon équipe. On se donne un challenge de 1 an. Les objectifs sont atteints et plus qu'atteints. C'est-à-dire que j'ai recruté du monde, on a fait un très bon chiffre d'affaires et surtout, on a créé une équipe. Sauf que là, il n'a pas voulu jouer le jeu. Il m'a dit, écoute Alain, toi, ce que tu veux, je te le donne, mais je ne donne pas mon équipe. Ah. Donc j'ai refusé. J'ai refusé, je suis parti. Après, j'ai travaillé une semaine dans une agence Orpi, une semaine dans une agence Century, une agence, voilà, 4-5 agences, et je ne trouvais pas ma place. Donc, au bout d'un moment, quand tu ne trouves pas ta place, bah, il faut assumer. Et c'est là où j'ai commencé. Je suis rentré un soir, j'ai dit à ma femme, il faut que j'ouvre une agence. Donc, je me suis mis à la recherche d'un local. J'ai trouvé le local à la Nuit Plaisance. Dès que j'ai vu ce local, c'est parti. Et c'est là où tout a commencé, du coup. C'est le début de l'histoire. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement le secteur de l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Je dirais, euh, depuis tout petit, mon père travaillait un petit peu dans le bâtiment, etc. En 83, il achète une maison à rénover, tout à rénover. Et avec mon père, on a passé tous les week-ends, toutes les vacances à retaper la maison.
Donc, je me suis dit, un petit doux rêve d'enfant, bah écoute, pourquoi pas mon papa monter les maisons et moi les vendre. Donc, c'est parti un petit peu, certainement, dans le subconscient de ce fil conducteur. On va passer à un jeu. Donc 10 questions autour de l'immobilier. Ok. Donc il y a pas de questions pièges, bien sûr. L'idée, c'est que tu répondes par oui ou par non et que tu puisses nous donner une justification. D'accord. Alors c'est parti. Première question. Un agent immobilier a le droit d'acheter personnellement un bien pour lequel il détient un mandat de vente. Non, c'est interdit. On n'a pas le droit. À partir du moment où tu prends un mandat, tu enregistres sur le cahier des mandats, tu n'as plus le droit de l'acheter. Deuxième question. L'agent immobilier perçoit sa commission au moment de la signature du compromis de vente. Ce serait bien, mais malheureusement, non. Puisqu'après, tu as encore des conditions suspensives à lever. Donc, en fait, la commission, on l'aperçoit au moment de la signature chez le notaire, ce qu'on appelle la signature de l'acte authentique. Pour l'instant, c'est un sans faute. Le DPE, Oui. donc le diagnostic de performance énergétique, est-il obligatoire pour publier une annonce immobilière? Oui, ça fait partie de la loi Allure. Et donc, aujourd'hui, on est réglementé en matière de publicité. Sur chaque annonce, tu dois avoir la note énergétique, oui. Est-ce qu'avec un mandat simple, le vendeur garde le droit de vendre son bien par lui-même? Oui, totalement. Contrairement au mandat exclusif, où là, c'est uniquement l'agence qui a le pouvoir et le droit de vendre le bien. On est à 4 sur 4. C'est un sans faute pour l'instant. Super. Est-ce qu'un agent immobilier peut rédiger un compromis de vente? Oui, bien sûr. À partir du moment où il a la carte professionnelle, il peut rédiger le compromis de vente. Et d'ailleurs, nous, chez Moreno 2000, contrairement à beaucoup d'agents immobiliers, même si je ne suis pas là pour tirer dans les pattes de mes confrères, mais il y a très peu d'agences qui rédigent des compromis de vente. Nous, ça fait partie c'est inclus dans nos honoraires. Est-ce que l'agence a obligation d'afficher ses tarifs d'honoraires de manière visible? Complètement. Même si les barèmes ne sont pas imposés, chaque agence a des barèmes qu'elle souhaite, mais on a l'obligation de les afficher en vitrine. En vitrine, sur les sites internet également. On est à 6 sur 6. Est-ce que la surface loi Carrez est obligatoire pour la vente d'une maison individuelle isolée? Alors non, pas pour les maisons individuelles, puisqu'en fait, la loi Carrez, c'est en fait le mesurage de la maison, n'est obligatoire uniquement pour tout ce qui est en copropriété. C'est-à-dire que si la maison aurait été en copropriété, là oui, ça aurait été obligatoire. Mais dans ce cas que tu viens de me dire, comme c'est une maison individuelle, il n'y a pas d'obligation. Avant-dernière question. Est-ce qu'une offre d'achat faite oralement a une valeur juridique contraignante? Ça, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, tout ce qui est oral ne compte pas. Donc non, il faut une offre écrite pour que ce soit juridiquement valable. Donc tout passe par l'écrit. Exactement. Dernière question. Est-ce qu'un agent immobilier doit forcément posséder une carte professionnelle ou une attestation pour exercer? Alors, il y a deux types. La carte professionnelle, c'est pour ouvrir une agence. Donc là, tu dois avoir la carte professionnelle. Par contre, un conseiller immobilier, lui, n'a pas besoin de la carte professionnelle. Il faut qu'il ait une attestation immobilière. Mais sinon, oui, c'est obligatoire. Merci à toi, Dalin, d'avoir joué le jeu. C'est un sans Je faute, t'en 10 sur prie. 10. Super. Merci. Comment s'est fait le choix du nom de l'agence? Ah, alors c'est une sacrée histoire. Alors en fait, le nom de l'agence, au début, j'ai sondé pas mal d'amis, familles. J'avais donné trois quatre noms, mais pas Bon Reno 2000. J'avais donné trois quatre noms, et un notamment qui me revient à l'esprit, c'est Futurimo. Bon, j'aimais bien ce nom-là. Et à l'époque, j'ai toujours un ami Joan qui avait un café-restaurant sur une île Plaisance qu'on appelle le Tunnel. Et je rencontrais là-bas, c'était un peu le point de rencontre avec les potes et les relations. Et je faisais le sondage. Et oh, il y en a un qui me dit, bah, Moreno 2000, pourquoi pas? Bon. Et un jour, j'en parle à mon père, parce que mettre mon nom de famille, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était un petit peu trop d'ego et de se dire, ouais, c'est un petit peu Prétentieux. prétentieux. Quand j'ai dit ça à mon père, quoi? Tu as honte de mettre ton nom de famille sur... T'imagines? J'ai dit, OK, c'est bon, adjugé vendu. Ouais, donc, c'est parti sur Moreno 2000. Et 2000, parce qu'on était en 2000, donc il y avait vraiment la symbolique du changement de cap de millénaire.
Moreno 2000, ça sonnait bien. Et si tu veux, je cherchais aussi un nom, que je, un nom et des couleurs, parce que les couleurs aussi sont importantes, où je me dis, je peux ouvrir une agence, je peux ouvrir un deuxième, je peux ouvrir. Donc, je me dis, pour pouvoir faire une franchise, il faut que tu aies un nom et des couleurs. Donc, je me dis, Moreno 2000, ça chante bien. Donc, donc on est resté sur Moreno 2000. Et du coup, après maintenant enfin, plus de 25 ans, comment tu vis le fait de porter un nom de famille qui est devenu une marque? Bah, aujourd'hui, j'en suis fier. Parce que sans aucune prétention, Moreno 2000 sur les plaisances, c'est quand même devenu une référence, pour pas dire une institution. Donc oui, forcément, je suis fier. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de cette aventure entrepreneuriale? Oui, bah c'était très dur, c'était très compliqué parce que bon, j'ai démarré de zéro. J'ai eu la chance que mes parents m'ont donné une petite enveloppe pour pouvoir démarrer, pour pouvoir commencer à créer la société, prendre un bail, dépôt de garantie, etc. Mais ça a été très dur parce que je démarrais de zéro. Et je me souviens qu'à l'époque, l'agence était pratiquement tout le temps fermée parce que je devais aller prospecter. J'ai distribué des prospectus sur Neuilly-Plaisance, Gagny, Neuilly-sur-Marne, Villemont. J'étais partout, quoi. Donc très compliqué au début. Et justement, toujours par rapport à ces débuts, tu as parlé un petit peu de tes parents. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient à tes côtés pour poser les premières pierres? Bah oui, au niveau des travaux, il y a toujours eu mon père qui était là, mon soutien numéro un. Donc, j'ai mon oncle, qu'on appelle Tito en espagnol, qui est venu donner un petit coup de main également. Et j'ai surtout ma femme qui m'a toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments, pardon. Et justement, par rapport à peut-être un bon moment qu'on pourrait évoquer, ce serait ta première vente. Comment elle s'est passée? Alors, ma première vente, c'est un bon moment, mais c'est aussi un moment tragique. Ah. Pourquoi? Parce que bon, quand tu ouvres dans l'immobilier, il faut savoir que si tu vends aujourd'hui, tu touches ton chèque 3 mois après. Donc, à l'époque, j'étais en statut non propre. C'est-à-dire que tu commences à ouvrir ton agence, bah, tu sais que déjà pendant 3 mois, tu gagnes rien. Sauf que le premier mois, tu as déjà l'URSSAF qui font tac, tac, tac. C'est-à-dire que tu n'as rien gagné. Ils sont déjà en train de réclamer, ce qui est normal, les cotisations. Et je fais mon premier compromis. On doit signer donc 3 mois après. Donc, rendez-vous chez le notaire. 2 jours avant, convocation par le notaire, tel jour, tel jour. 2 jours avant le passage chez le notaire, le vendeur décède. Alors qu'il était jeune, 35 ans, crise cardiaque, centre commercial. Moment tragique pour la famille. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, bah, je me suis dit que c'était mon premier petit chèque, quoi. Donc, c'était une mauvaise expérience, mais voilà, ça restera toujours dans ma mémoire, d'autant plus que l'acheteur, Stéphane Glavas, bah, mon premier client, c'est encore un client aujourd'hui, quoi. Ah, la symbolique est d'autant plus belle du coup, si c'est toujours un client aujourd'hui. Est-ce que, mis à part cette première vente, du coup, qui est très forte sur plusieurs plans, est-ce qu'il y en a une autre qui t'a marqué? Marqué, bah, on parlait de ce client-là, mon premier client. La petite anecdote, c'est qu'il y a, par exemple, je crois que c'est il y a 2, 3 mois, j'ai vendu un appartement à son fils. Donc 25 ans après, c'est son fils qui achète un appartement par mon intermédiaire. Ça, c'est une anecdote. J'en ai eu d'autres aussi où un client qui est aussi un client fidèle et historique de l'agence, Cyril, où il a toujours eu de la chance, lui, dans le business. Il le mérite, mais il a toujours eu de la chance. Un jour, il me dit, Alain, je cherche une maison, tant de terrain pour construire. Et j'étais en train de faire des photocopies d'un bien que je rentrais. Et ce qu'il était en train de me demander, bah, c'est exactement le bien que j'étais en train de rentrer. Et j'étais en train de faire des photocopies. Donc voilà un petit peu une autre anecdote. Et une autre vente, on va dire, en parlant chiffres, ma plus grosse vente, où c'était une maison à 945 000 euros.
Donc effectivement, ça marque par rapport aux chiffres, quoi. Ouais. Voilà. On est proche, ouais, on est quasiment proche du million en fait. Donc là, la symbolique, enfin le chiffre est assez impressionnant. On va passer un petit peu sur la partie terrain pour mieux comprendre du coup le métier d'agent immobilier. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type? Alors, une journée type, euh, je vais plus parler de mon côté, chef d'entreprise, Oui. plus qu'un agent immobilier. Ma journée type, bon, bah, c'est j'arrive à l'agence, il est 7h30, 8h, 10 minutes, un quart d'heure pour regarder les gros titres, alors surtout sportifs, je te cache pas, hein. On regarde les résultats, on regarde s'il y a du mercato, voilà. Et après, bon, on commence à se mettre sur les mails, parce que ça, c'est il y a tout de suite une cinquantaine de mails par jour dès que tu arrives le matin. Ensuite, comme je fais la gestion locative, bah, première chose, c'est que je regarde les relevés bancaires, savoir si les locataires ont payé, etc. Et à partir de 9h, eh ben là, il n'y a plus de journée type. Parce qu'à partir de 9h, il y a tous les imprévus qui arrivent. Il y a ton agenda avec les rendez-vous de visite, les rendez-vous d'estimation, les rendez-vous avec les fournisseurs, ça peut être les rendez-vous avec les institutionnels. Et après, il y a tous les imprévus à gérer. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, il n'y a pas de journée type, ce qui fait que chaque jour a son lot d'imprévus et l'agenda n'est jamais fixe, peut-être, c'est ça? Exactement. On a beaucoup de choses récurrentes qui reviennent régulièrement, mais il n'y a pas vraiment de journée type. Tu as parlé de visites. Est-ce que tu portes toujours ce nœud papillon quand tu fais des visites? Alors, je le porte toujours, oui, depuis 5-6 ans. Qu'est-ce qui fait que tu le portes continuellement? Alors, bah, parce que j'aime ça. J'aime bien être bien habillé. Et avant, en fait, j'étais toujours en costume cravate. Donc, le papillon depuis 5-6 ans, mais avant le papillon, c'était la cravate. Qu'est-ce qui fait que tu es passé de la cravate au nœud papillon? Alors, bah, ça s'est passé en fait depuis le Covid. Avant le Covid, j'avais toujours costume cravate. Et après le Covid, j'ai décidé de mettre le nœud papillon C'est une manière de se différencier? complètement. Oui, parce qu'en fait, pendant le Covid, bah, j'ai essayé de réfléchir, de trouver des solutions, de se dire, bah, si tu ne peux pas faire plus sur certains points, il faut essayer de faire différemment. Et je me suis dit, bah, voilà, l'impact visuel est important, surtout quand tu es dans ce métier où tu es quelque part toujours devant du public, devant des clients, hein, tu es un homme public, c'est important d'être différent, quoi. C'est une question de standing, en fait, c'est ça aussi. Alors, je veux pas que ce soit mal interprété, c'est pas de la prétention. C'est une question de bien-être et un petit peu comme, on va dire, tu prends un gendarme, un militaire, il a son uniforme. Moi, c'est mon uniforme. Il faut qu'il y ait l'uniforme qui soit adapté à la profession. C'est-à-dire que si tu prends un plombier, bon, bah, tu le mets en costume, il va pas être à l'aise pour aller, Oui, faire, bien sûr. pour aller faire la soudure, pour aller faire. Je pense que chaque métier doit avoir un uniforme adapté. D'accord, donc ça explique justement ce choix-là. Euh, Où est-ce que tes agences se trouvent? Sur Neuilly-Plaisance. Les deux agences sont sur Neuilly-Plaisance. Pourquoi avoir choisi spécifiquement Neuilly-Plaisance? Ah, parce que c'est ma ville. Ah, je suis arrivé à l'âge de 3 ans. Donc forcément, Neuilly-Plaisance, c'est ma ville, quoi. Maintenant, on va parler aux spécialistes de Neuilly-Plaisance. Mhm. Si je dois faire du sport à Neuilly-Plaisance, que me conseillerais-tu? Ça dépend quel sport, parce que c'est vrai qu'à Neuilly-Plaisance, on a pas mal d'activités. Mais je dirais, comme je t'ai dit tout à l'heure, ma passion, c'est le football. Donc je te dirais du foot au stade de Neuilly-Plaisance et dans le club de Neuilly-Plaisance Football Club. Si je veux faire un date, comme disent les gens maintenant, donc un rendez-vous galant à Neuilly-Plaisance, ce serait où? Alors franchement, il y a pas mal de petits restos sympas, mais je vais pas te dire, un nom précis, mais je vais te donner une petite anecdote. C'est que mon épouse, avec qui je suis déjà plus de 20 ans, ma première Saint-Valentin, je peux nommer un fast-food, ça a été un McDo Ah, ah oui, et dans la voiture à emporter en plus. oui. Donc tu vois? Et aujourd'hui, on est un couple solide. Comme quoi les choses simples sont parfois les meilleures. Exactement.
Si je veux faire un dîner en famille à Neuilly-Plaisance, ça serait où? Alors, à Neuilly-Plaisance, si tu veux faire un dîner en famille, tu as pas mal de restaurants dans le centre-ville. Tu as aussi au niveau de la gare, sur la nationale 34. Donc, tu as un choix quand même assez diversifié, pardon. Si je recherche un quartier calme à Neuilly-Plaisance, ce serait lequel? Alors, quartier calme, on va dire, tu as le secteur du plateau d'Avron, qui est vraiment très calme. Par contre, tu es un peu plus éloigné des transports en commun et des commodités. Tu as quand même des commerces de proximité. Et à l'inverse, si je cherche un quartier vivant à Neuilly-Plaisance. Quartier vivant, bah, tu as le centre-ville, où c'est vraiment le cœur de la ville et c'est là où tu as principalement les commerces. Et tu as le deuxième quartier, qui est le quartier de la gare, où là, effectivement, aussi, c'est très vivant. Euh, toujours dans cet esprit vivant, Oui. si je cherche un parc pour enfants à Neuilly-Plaisance. Bah, tu as pas mal de parcs pour enfants. Tu en as sur la place Jean Mermoz. Tu as un très grand parc, le parc des Coteaux d'Avron. Et tu as divers petits parcs sur la rue de la Mairie, le Général de Gaulle et rue Pasteur. Là aussi, tu as un petit parc. Donc, tu as pas mal de choix sur Neuilly-Plaisance. Mais le plus grand, c'est vraiment le parc du Plateau d'Avron. C'est en hectares. Je ne sais pas combien d'hectares, mais vraiment très grand. Toujours dans le plein air, si je veux me balader à Neuilly-Plaisance. Tu as les bords de Marne qui sont à 5 minutes à pied. Et je reviens sur le parc du Coteau, où tu peux faire des très belles balades. Mais sinon, les bords de Marne qui vont jusqu'à Joinville, de l'autre côté, ça va jusqu'à Chelles, voire encore un peu plus loin même. Donc, tu as de quoi faire. Que ce soit pour te promener ou faire du jogging. Sympa. Et si je veux faire la fête à Neuilly-Plaisance, quel endroit tu me conseillerais? Alors, à Neuilly-Plaisance, bah, tu as là depuis quelques temps, tu as des nouveaux restaurants avec des thèmes. Tu as dans l'avenue Foch, sur le square Jean Mermoz notamment, tu as deux, trois cafés, restaurants qui sont ouverts la nuit avec des thèmes assez sympas. Et tu as un nouveau qui va s'ouvrir là sur la place du marché. Et si je veux faire mes courses maintenant à Neuilly-Plaisance? Ah bah là, tu as aussi le choix, hein. Tu as l'Intermarché sur la place du marché. Tu as pas mal de commerces de détail sur l'avenue Foch, sur l'avenue principale, sur l'avenue nationale 34. Et tu as le marché 3 fois par semaine dans le centre-ville de Neuilly-Plaisance et une fois sur le plateau d'Avron. Et comment tu vois l'évolution de cette ville depuis 25 ans? Alors, à l'image de toute la région parisienne, elle a changé. Forcément, il y a moins de petites maisons, et il y a de plus en plus d'immeubles. Mais je dirais, le maire qui est en place depuis, je crois, dans les années 1980, donc déjà plus de 40 ans, il a quand même bien bossé sur la ville et il a quand même réussi à préserver un peu cet esprit village. C'est-à-dire que même s'il y a plus de bâtiments, on n'a pas des grandes tours. Les petites promotions qui sont là depuis 4 5 ans, c'est quand même du bon standing. Et on va dire, on est sur du R+4. Donc ça reste quand même à taille humaine. R+4, ça signifie quoi? Excusez-moi, oui, pardon. En fait, c'est qu'il y a 4 étages. Il y a rez-de-chaussée et 4 étages. D'accord. Donc ça reste pas très haut, quoi, pour des immeubles. Et ton agence ne concerne que des biens qui se situent à Nuit-Plaisance. Non, du tout. Non, non. On est spécialiste de Neuilly-Plaisance. Maintenant, si toi, Elias, par exemple, tu habites à Rony et tu veux que je vende ta maison, je suis tout à fait apte à vendre ta maison sur Rony-sous-Bois. Je dirais qu'on essaye, en matière de transactions, de rester sur Neuilly-Plaisance et les villes aux alentours. Et du coup, vu que tu as décidé de te spécialiser vraiment sur Neuilly-Plaisance, est-ce que tu pourrais nous dire quels avantages a cette ville par rapport aux autres villes du 93? Les avantages, bah, disons qu'on a les avantages infrastructure. C'est-à-dire que par rapport à notre position, Neuilly-Plaisance, c'est à 12 minutes du centre de Paris. Tu as la gare RER A qui t'amène à Nation en un quart d'heure. Tu as les bords de Marne. Tu as, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Esprit Village tout à l'heure, un service voiturier sur l'île Plaisance. C'est-à-dire que par exemple, tu vas faire tes courses le samedi et le dimanche, eh ben, tu vas devant la mairie, tu laisses ta voiture, tu vas faire tes courses, tu reviens, ta voiture, elle est bien au chaud. Donc c'est rare.
je dirais que même au niveau national, d'avoir ce type de service, quoi. Et après, Nuit-Plaisance, c'est une on a 21 000 habitants, donc ça reste, vraiment à taille humaine, quoi. Toujours sur la partie nuit plaisance, quel conseil tu donnerais à un jeune couple qui souhaite investir dans cette ville? Alors des conseils tout dépend si c'est de l'investissement pour y habiter, résidence principale, ou si c'est pour un investissement locatif. Si c'est pour dans les 2 cas, déjà de bien faire l'étude financière pour avoir vraiment le budget, de savoir les mensualités que ça va leur coûter pour pas être pris à la gorge et savoir où ils vont. Ensuite, si c'est pour un achat de regarder à plus long terme, c'est-à-dire de savoir par rapport à la situation, ils ont des enfants, est-ce qu'ils en veulent dans un délai à court ou moyen terme? Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu es un jeune couple, tu achètes, allez, un studio par rapport à tes moyens ou un 2 pièces, mais que dans 2 ans, tu veux faire un enfant, bah, je vais plutôt te conseiller, vaut mieux 2 chambres qu'une chambre et peut-être faire le saut directement. Si c'est un investissement locatif, bah, d'être vigilant sur la note énergétique, parce que ça, c'est important. Si tu as un DPE ou F ou G, bah, G, par exemple, aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre en location. Donc, ça va nécessiter des travaux importants. C'est également de regarder le secteur, parce qu'en fonction du secteur Neuilly-Plaisance, bah, tu vas avoir le secteur du plateau d'Avron, qui est un secteur calme, pavillonnaire, mais plus éloigné des transports en commun. Donc, peut-être un peu plus dur pour la location. Et les valeurs sûres pour le locatif, bah, déjà, c'est le RER, secteur du RER, et ensuite le centre-ville. Donc voilà en fait, les conseils. Par rapport au DPE, est-ce que tu peux nous expliquer l'échelle des lettres? Comment ça se construit? Alors en fait, il y a une classification par rapport en gros, à l'isolation de ta maison, que ce soit les fenêtres, les murs, la toiture, le plancher. Et aujourd'hui, en matière de DPE, alors lorsque tu es en F, tu ne peux plus réviser ton loyer. D'accord? Lorsque tu es en G, tu as interdiction de louer ton bien. Avec des échéances à venir qui sont 2028, on va être encore plus exigeant, c'est-à-dire que les F ne pourront plus être mis en location. Et ensuite, 2034, les E ne pourront plus être mis en location non plus. D'accord, donc ça pose justement une question de vigilance sur des futurs investissements. Complètement, parce que là, on ne parle pas de petits travaux. Si tu dois, ça peut tout de suite monter à des sommes importantes. Tout à fait. Euh, Au niveau du prix, est-ce que tu pourrais nous donner le prix du mètre carré en moyenne à Neuilly-Plaisance? Alors, les moyennes, je ne suis pas fan de donner les moyennes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des grandes. Tu vas avoir des biens à 2 000 € et tu vas avoir des biens dans le neuf qui vont être à 6 000, voire 7 000 €. Mais je dirais, allez, à l'heure actuelle, on est sur un petit 4 000 € du mètre carré. En moyenne 4 000 €, d'accord. Et du coup, pour donner un peu plus de réalité, avec par exemple 400 000 € de budget, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à Neuilly-Plaisance? Alors, sur 400 000 €, tu peux avoir en appartement, un bel appartement, 90, 100 mètres carrés, avec balcon, terrasse et parking. En maison, 400 000 €, ça fait un petit peu juste. Tu peux avoir une petite maison avec un tout petit terrain, une petite cour, ou alors une maison avec une surface plus importante et un terrain plus important, mais avec des travaux. Pour 400 000 €, ça donnerait ça dans les deux, dans le cas de l'appartement et dans le cas de la maison. Tu as combien d'agences actuellement? Deux. Pourquoi avoir choisi la gare et le centre-ville? Alors, le centre-ville, bah, je dirais que c'est parce que c'est le local que j'ai trouvé, donc forcément, je me suis installé là. Et le deuxième, au niveau de la gare, bah, on va dire que ce sont les 2 axes principaux de Neuilly-Plaisance, 2 axes stratégiques. Le centre-ville, bah, forcément, c'est le cœur de ville. Et la nationale 34, le RER, bah, c'est le passage. Vraiment, que ce soit piéton, que ce soit en voiture, la sortie de la gare du RER. Donc, au niveau du business, c'est vrai que l'emplacement, c'est règle numéro un, quoi. Donc, pour moi, c'est 2 emplacements numéro un.
Très bien. Et les 2 agences font les mêmes choses? Alors, en fait, celle du centre-ville, là, qui est sur l'avenue Foch, là, c'est plus la partie transaction, la vente. Et l'agence du RER, c'est plus la partie gestion locative et location. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette différence entre transaction et gestion? Bon, c'est tout simple, hein. En fait, la transaction, c'est l'achat, la vente de maisons, d'appartements, de terrains ou d'immeubles. Et la gestion, en fait, c'est un propriétaire qui veut mettre un bien en location, mais qui ne veut pas s'en occuper. Donc, il confie à l'agence pour lui trouver le locataire, pour faire la rédaction du bail, les états des lieux et toute la gestion courante du bien. Si demain le locataire a une fuite, bah, on n'embête pas le propriétaire. C'est nous qui gérons tout ça. Dans la partie gestion, Tout à d'accord. fait. Heu, pour parler un peu plus perspective, Oui, tu envisagerais d'ouvrir d'autres agences? pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dirais, ça va dépendre de ceux qui m'entourent. Parce que tout seul, je dirais que je te l'ai dit tout à l'heure, hein, j'arrive à 55 ans, il faut que derrière, ça pousse. Donc effectivement, moi, je suis prêt à ouvrir une, 2, 3 agences si derrière, j'ai les hommes ou les femmes qui me suivent. Si quelqu'un voulait rejoindre ton agence, tu rechercherais quel type de profil actuellement? Alors, je vais dire un clone, ça serait bien. Je dirais quelqu'un de travailleur, organisé. S'il est de Neuilly-Plaisance, encore mieux. Je dirais, j'ai pas de profil prédéterminé. Je dirais que ce soit déjà une bonne personne, c'est le plus important. Ce genre de profil, pourrait correspondre si jamais. À l'heure actuelle, vous êtes combien, quand je dis vous, c'est, ton équipe et toi, Les deux, à travailler dans les agences? on est maintenant 8 personnes. Avec moi, on est 8. Nous sommes 8. Et qui travaille avec toi aujourd'hui? C'est une longue histoire, hein. Tu as un peu de temps là? Ah, j'ai tout le temps qu'il faut. Alors, en fait, au niveau des agences, donc j'ai commencé tout seul pendant 6 mois. Ensuite, j'ai mon épouse qui est venue me rejoindre parce que voilà, au niveau de l'activité, comme ça commençait à prendre, elle a quitté son emploi dans un fast-food, je vais pas nommer, hein, et elle est venue travailler avec moi. Ensuite, un peu plus tard, j'ai Patrick Oliveira qui est venu me rejoindre. Patrick, en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il a l'âge de 5 ans et que je t'ai parlé de tout à l'heure de Jouan qui a le café où on se retrouve avec nos amis, bah, c'est son fils en fait, d'accord? Donc il a fait son stage à 16 ans, ça lui a plu et lorsqu'il a fait des études supérieures et il voulait faire un BTS en alternance, il m'a demandé, Alain, est-ce que tu peux me prendre? Bien évidemment, j'ai dit oui. Et aujourd'hui, ça fait 17 ans, 18 ans qu'il travaille avec moi. On a Monica, qui est la meilleure amie de ma femme et que je connais également depuis avant qu'elle travaille à l'agence, qui est là depuis 13-14 ans, voire peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Monica qui a tout appris également sur le terrain. Comme tous mes employés, de toute façon, il n'y a personne qui vient de l'immobilier. Tous, ils ont été formés à l'agence, donc centre de formation Moreno 2000. On a ensuite Jean-Michel qui est le grand frère de Patrick, donc c'est vraiment une affaire familiale, qui, lorsqu'il est venu du Portugal, devait reprendre un autre job. Et comme le week-end, on s'est rencontrés dans un mariage, on discutait comme ça, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire? Et on s'est dit, bah, est-ce que tu es capable de venir travailler pour moi? C'est parti comme ça, banco. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans, peut-être un peu plus qu'il est avec moi. Ensuite, on a maintenant, depuis 1 an et demi, j'ai ma fille, ma grande fille, qui est avec moi également. Elle avait un commerce sur Neuilly-Plaisance. Ça n'a pas très bien fonctionné, mais ça lui a permis de faire une belle expérience. Donc, ça fait 1 an et demi. Et maintenant, mon fils, qui est en études universitaires, qui, pour se faire un petit peu d'argent, bah, vient travailler 2-3 jours, 3 jours par semaine à l'agence, quoi. Donc, en tout, nous sommes 8. Mais du coup, ça pose une autre question, c'est comment est-ce que tu maintiens l'équilibre, entre le professionnel et le familial? Ah, ça, c'est très compliqué.
c'est très compliqué. Il faut être professionnel et justement, la complication, c'est de gérer à la fois ses enfants, son épouse, mais également les autres personnes que je t'ai dit, hein, que ce soit Patrick, que ce soit Jean-Michel, que ce soit Monica, parce qu'on a des liens qui nous unissent. Donc, il faut être intelligent, professionnel et que chacun sache faire la part des choses dans un respect mutuel. Je ne te cache pas que c'est pas facile, mais ça se passe très bien jusqu'à présent. Il y a peut-être aussi des problèmes un petit peu de déconnexion. Par exemple, lors d'un dîner de famille, peut-être que le professionnel peut déborder sur le... Ça n'a pas le choix, c'est toujours. Je dirais, l'immobilier, c'est une passion. Aujourd'hui, je me rends compte avec mes enfants, par exemple, quand ils rentrent à la maison, c'est même eux qui me parlent de l'immobilier. Donc oui, forcément, cette déconnexion est très compliquée à faire. Mais après, voilà, on arrive à gérer. Et tu disais que tes enfants parlaient, par exemple, d'immobilier à la maison. Est-ce que tu as un sentiment de... Quel sentiment t'anime quand tu les entends parler d'immobilier? Alors, au niveau des enfants, c'est encore plus dur parce qu'au niveau des enfants, je dirais, il faut que j'arrive à être exigeant comme un patron, mais aussi digne comme un père. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie de faire avec mes enfants, mais quand je dis mes enfants, c'est ce que j'ai fait avec Patrick, c'est ce que j'ai fait avec, parce que pour moi, c'est aussi mes enfants. Ça a été de les construire en tant que personne avant d'exiger des résultats. Les résultats, forcément, je ne suis pas philanthrope, je suis chef d'entreprise, donc il faut des résultats. Mais d'abord, je veux créer mes enfants qui soient des bonnes personnes, qu'ils arrivent à être bien dans leur droit, dans leur botte, dans leur esprit, parce que ça, c'est important, avoir un bon mental. Et en créant des bonnes personnes, ils sont travailleurs. Ils sont travailleurs, ils ont une éducation, donc le résultat viendra avec le temps. Ça, j'ai aucun doute. C'est valable pour mes enfants, mais c'est valable pour tout le monde, hein. L'idée, c'était de rester à la fois un bon père pour qu'ils se construisent en tant que personne, mais aussi avec les exigences du monde de l'entreprise, tout simplement. Obligé. Il n'y a pas le choix. Ouais. Il n'y a pas le choix parce que je dirais que même, c'est pas leur rendre service si tu es pas exigeant. C'est sûr, dans le monde actuel, ou que ce soit au niveau personnel ou professionnel, l'exigence, Et que de toute façon, je suis exigeant déjà avec moi-même. Donc, par la force des choses, je dois être exigeant avec tout le monde pour qu'on soit professionnel. Sur, sur les agents immobiliers, il y a Oui. beaucoup de rumeurs qui circulent. Ça, oui, il y en a beaucoup, oui. Donc, je te propose de passer à un jeu Mhm. qui s'appelle donc les 10 rumeurs de l'agent immobilier. D'accord. L'idée, c'est de démystifier certaines rumeurs qu'on pourrait entendre. Les gens, par exemple, s'imaginent que les agents immobiliers gardent les meilleures affaires pour eux ou pour leurs amis. C'est faux, puisque comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà, à partir du moment où on a un mandat, on peut pas l'acheter, et que de toute façon, si tu fais ça, tu dures pas dans la durée. Effectivement, tu as une bonne affaire, tu vas le proposer à ton frère, tu vas le proposer à ta cousine, tu vas le faire une fois. Si tu fais ça régulièrement, forcément, ça va se savoir. Donc, tu vas pas durer dans le temps. Donc, aucun intérêt. Toujours par rapport aux offres, l'offre concurrente serait un bluff pour faire monter le prix. C'est possible que certains confrères fassent des offres supérieures. Maintenant, une offre écrite, ça engage quand même. Donc là, tu fais des faux papiers, je dirais que c'est grave. Si vraiment c'est le cas, c'est grave. Mais franchement, j'en entends pas trop. J'ai pas eu trop de cas, peut-être il y a 30 ans, mais aujourd'hui, c'est quand même une profession qui est très réglementée. Donc, qui ne permet de pas. On peut tout simplement pas faire ça. Non, Le mandat exclusif oui, serait un piège pour ne rien faire. au contraire. Je dirais un mandat exclusif, euh, chez nous, chez Moreno 2000, le bien devient une priorité. C'est-à-dire que moi,
À partir du moment où le client nous donne l'exclusivité, on met en place une stratégie commerciale et des moyens publicitaires qu'on ne met pas pour les mandats simples. Donc, au contraire, c'est notre priorité. Apparemment, les mandataires ne seraient pas de vrais agents immobiliers. Alors, je ne peux pas te répondre oui ou non. Je dirais qu'aujourd'hui, les mandataires n'ont pas la carte d'agent immobilier. Donc, si tu prends juridiquement parlant, ils n'ont pas le titre d'agent immobilier. Par contre, dans les mandataires, oui, tu as des touristes qui sont là juste pour faire une vente dans l'allée. Par contre, tu as des vrais professionnels quand même. Mais le titre d'agent immobilier, ils ne peuvent pas l'avoir. Les mandataires ne peuvent pas... Exactement. D'accord, ok, ils ne peuvent pas l'avoir. Apparemment, les agents immobiliers toucheraient des dessous de table avec les artisans. Bah, écoute, il faut me présenter les artisans alors. Non, blague à part. Ça, c'est des rumeurs qui datent depuis aujourd'hui. On sait pertinemment que de toute façon, l'espèce, il y en a pas, c'est de moins en moins. Et que de toute façon, encore une fois, si tu fais ça, c'est à l'image de ta société, c'est à l'image du personnage, tu ne dures pas dans la durée. Tu vas faire, ceux qui font ça, ils font un coup, au bout d'un moment, ils se font griller. Tout se sait, surtout dans des petites villes comme Neuilly-Plaisance, où le bouche à oreille est important. Je dirais, ça, c'est des fausses rumeurs. Donc non, je ne cautionne pas. Apparemment, les agents immobiliers choisiraient les locataires à la tête du client. Alors, encore une fois, je vais parler pour ce qui me concerne. Avant toute chose, on regarde le dossier avant la tête. Et qu'aujourd'hui, euh, la tête du client, tu es dans le 93. Donc forcément, parce que je vois un petit peu vers où tu veux me diriger, tu es dans le 93, forcément, on a une population cosmopolite. Donc si tu devais faire un tri dans ta population par rapport à certains critères, tu louerais à personne. Donc non, aujourd'hui, on regarde le dossier, effectivement, et plus que la tête du client, moi, je regarde sur le profil. Je dirais qu'effectivement, par expérience, 50%, c'est comment je ressens la personne. Si je ne ressens pas la personne, effectivement, tu passes à côté. Lorsque tu échanges avec cette personne, c'est Bien ça? sûr, C'est à ce moment-là où tu sens... bien sûr. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent un petit peu ce que tu es en train de me dire, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, on a 60% de nos dossiers location qui sont des faux papiers. Donc, on doit être très vigilant à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, les critères sont vraiment les critères du dossier. Donc le dossier avant tout, comme tu l'as rappelé Exactement. à juste titre. Apparemment, lors des visites, les agents ont tendance à dire que tout est atypique ou tout est un coup de cœur. Alors, bah, s'ils lisent ça, ils ont faux. Parce que atypique, ça ne veut rien dire. Ce qui est atypique pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Et le coup de cœur, c'est pas nous qui allons le provoquer. Au contraire, c'est le client, lorsqu'il rentre, c'est lui qui a le coup de cœur. Quand on fait les visites, si un jour tu as l'occasion de venir avec moi en visite, je parle pas beaucoup. C'est pas moi qui dois te vendre la maison, c'est toi qui dois l'acheter. Donc, si tu rentres dans une maison, tu n'as pas le coup de cœur, j'ai beau te dire ça c'est du marbre, ça c'est des robinets en or, tu vas pas l'acheter parce que c'est des robinets en or. Si tu n'as pas le coup de cœur, c'est comme un homme et une femme. Si tu n'as pas le coup de cœur, on passe au suivant ou à la suivante. Donc la maison parle pour elle-même, en fait. Bien sûr. C'est ça qui fait que le client a le coup de Tout à cœur ou fait. pas. Nous, notre rôle au départ, c'est juste mettre en relation un bien et un besoin. Voilà. Apparemment, les agents immobiliers seraient de mèche avec les notaires. Ça veut dire quoi? Euh, L'idée, c'est que, par exemple, un agent voudrait absolument qu'il prenne son notaire pour manigancer peut-être quelque chose. Alors, tu prends par exemple Neuilly-Plaisance. Neuilly-Plaisance, il y a un notaire. Et on est 10 agences. Donc, il va travailler avec lequel le notaire? Il va être de mèche avec lui, avec lui, avec lui. Il ne peut pas être de mèche avec tout le monde. Donc, ça, c'est faux. Encore une fois, il y a peut-être des brebis galeuses,
Mais dans la majeure partie, ça ne se passe pas comme ça. Je dirais que les notaires, c'est pareil, ce sont des professions réglementées. Nous, aujourd'hui, on est une profession réglementée. Moi, je perds ma carte professionnelle, je ne peux plus bosser. Je ferme les agences. Donc, on est très, très réglementé à ce niveau-là, contrairement à ce que disent les rumeurs. Les rumeurs. Euh, et les agents immobiliers s'en mettraient plein les poches sur le dos des clients. Par rapport aux frais de... Là, je parle par rapport aux frais d'agence. Alors, frais d'agence. Alors, les frais d'agence, ça a toujours été. Quand tu dois payer quelque chose, de toute façon, c'est toujours trop cher. Ça, c'est le principe. Maintenant, agent immobilier, on nous voit juste ouvrir la porte, on fait la visite. Mais on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Parce que ça, la visite, c'est 10% de notre travail. Il faut se dire que nous, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que si tu ne vends pas, tu ne gagnes rien. Je vais m'occuper de ta maison pendant 3 mois, je vais mettre des publicités, ça coûte très cher. Je vais faire des visites, du temps, et je ne vends pas ta maison. Bah, pendant 3 mois, j'ai travaillé ta maison, j'ai investi de l'argent, et je ne gagne rien. Tous les gens qui nous appellent pour faire des estimations, combien ça coûte les estimations? Je sais pas du tout. C'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Donc, toutes les estimations, on va les faire gratuitement. Donc, il y a monsieur X, il veut savoir combien vaut sa maison. Allez, on passe 2 heures chez lui, juste parce qu'il a besoin de savoir. Zéro, on gagne zéro. Donc, les honoraires, c'est proportionnel au travail qui est effectué. Et un petit peu, je dirais, comme une mutuelle, d'accord? On dit toujours qu'une mutuelle, c'est cher. Tant que tu n'es pas malade, bah, tu penses que tu payes dans le vent, mais le jour où tu es malade, tu es content d'avoir une mutuelle. Donc, vendre la maison, oui, tu peux vendre en particulier. Tu vends en particulier. Si ça se passe bien, tu vas dire, ah, c'est bien, j'ai économisé les frais d'agence. Voilà. Sauf que 9 fois sur 10, ça se passe mal. Donc, nous, on est là, les agents immobiliers, quelque part pour sécuriser l'affaire, d'accord? Vérifier la solvabilité du client. Toute la législation, tout à l'heure, tu m'as posé les questions DPE, loi Carrez, tout ça, c'est un métier. Donc, il faut savoir tous les diagnostics qui sont obligatoires, réaliser un compromis de vente. Ça, c'est un acte important. Pourquoi? Parce que si on fait une erreur, par exemple, sur un compromis de vente, juridiquement, ça nous engage. Donc, ne serait-ce que ça, nos honoraires sont justifiés par rapport à la plus-value qu'on apporte. Et encore, là, je te résume, mais si je devais passer, détailler exactement tout ce qu'on fait, on passe une journée, quoi. Et du coup, dernière rumeur, si un client passe par une agence, Hum, celui-ci ne pourra pas négocier le prix. Pourquoi? Au contraire. En fait, la rumeur est appuyée par une peur que l'agent bloque la négociation pour protéger sa commission. Alors, s'il bloque sa commission mais il ne fait pas la vente, il aura zéro. Donc, il n'y a aucun intérêt. L'objectif de l'agent immobilier, il a 2 clients. Il a le vendeur et il a l'acheteur. D'accord? L'objectif, c'est de trouver un équilibre pour que tout le monde y trouve son compte. Le vendeur, qu'il vende au prix du marché. S'ils vont trop bas, c'est lui qui va se sentir lésé. Et l'acheteur, c'est pareil, il ne faut pas qu'il achète plus haut que le prix du marché. Donc aujourd'hui, comme tout bien, c'est l'offre et la demande qui fait le prix. Nous, c'est de trouver l'équilibre pour que tout le monde soit content. Si l'acheteur il est trop haut, le vendeur est trop haut, l'acheteur est trop bas, il faut qu'on arrive à que chacun arrive à faire un effort. Nous, agents immobiliers, on est la tierce personne. On est des commerçants, donc on doit également trouver un équilibre sur nos honoraires pour que tout le monde y trouve son compte. Mais non, jamais on va bloquer. On préfère négocier et faire une vente. Je préfère avoir 5% de quelque chose que 10% de rien. Oui, c'est sûr. C'était la dernière rumeur. Merci à toi de les avoir démystifiés en tout cas. On a parlé un petit peu de la partie entrepreneuriale. On a parlé aussi un petit peu de la partie immobilier. Sur la partie entrepreneuriale, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ton activité? Jamais. Non, jamais. J'ai eu des difficultés, mais jamais je n'ai eu l'idée d'arrêter. Parce que justement, pour revenir sur la partie un peu plus immobilier, quand on pense à l'immobilier, on va penser à la crise de 2008. Est-ce que tu serais en capacité
d'expliquer en quelques mots cette crise? Alors, 2008, c'est la crise des subprimes. Donc, oui, ça a été très, très, très compliqué. Ça a été très compliqué à double titre, parce que 2008, en fait, j'avais un gros projet, c'est-à-dire que au mois de la crise, c'était en mois de septembre. Et juste, nous, on a déménagé au mois de juin, juillet. En fait, on voulait partir à l'étranger. On avait l'idée de partir au Portugal avec ma femme, mes enfants, que Patrick et Jean-Michel gèrent les agences de Neuilly-Plaisance. Je ne voulais pas quitter le business. Et que moi, j'ouvre un business immobilier au Portugal et que je fasse la navette. Donc là, je te parle, mois de juin, juillet 2008. Septembre, la crise des subprimes. Sauf que on avait déjà déménagé toute la famille au Portugal. Donc le projet était lancé. Donc mes enfants ont été scolarisés au Portugal. Ma femme est restée également là-bas. Et moi, je faisais la navette, mais j'étais beaucoup plus en France qu'au Portugal. Et forcément, en temps de crise, bah, mon équipe avait besoin de moi. Il faut que le patron il soit là. Je ne pouvais pas les laisser. Donc, bah, j'étais plus souvent en France qu'au Portugal. Donc, au bout d'un moment, bah, voyant que la crise ne passait pas, on a dit bah, ça ne sert à rien de continuer. Donc, mes enfants sont revenus, ma femme est revenue. Et la petite anecdote, parce qu'il y a un lien avec l'ouverture de la deuxième agence. Donc, on est resté comme ça pendant 2 ans. Et un soir, avec mon épouse, on se dit on peut plus comme ça, on peut plus rester comme ça. C'est pas bon pour la famille, c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour moi, je suis pas concentré. Donc, avec ma femme, on décide de revenir en France. Et la petite anecdote, c'est que la veille, l'ancien propriétaire de l'agence du RER, le cabinet Chaboissier, qui est une agence historique de Neuilly-Plaisance, puisqu'elle était en place depuis 1936, donc c'était la plus vieille agence de Neuilly-Plaisance. Il y a quelques années, j'avais été le voir et je lui avais dit, bah, si un jour vous vendez, faites-moi signe. Et ben, le lendemain où, avec mon épouse, on décide de revenir, il m'appelle pour me dire, je vends mon agence. Donc j'ai vu encore un signe du destin. Et donc, je lui dis, bah, écoute, OK, pas de souci. Donc, j'ai racheté l'agence. Et finalement, bah, avec mon épouse, on a ouvert le deuxième local, la deuxième agence au RER, pour la petite anecdote. Donc une opportunité qui a été saisie malgré la tempête. Bah, on dit toujours que pendant les crises, il y a toujours des opportunités. Et c'est là qu'il faut en profiter. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que cette période de crise, au fil des mois, t'a appris sur l'immobilier en général? Alors, sur l'immobilier, je dirais que l'immobilier, il faut le voir sur la durée. Il ne faut pas le voir sur la courte durée. Et quelque part, c'est quelque chose que je savais déjà, que l'immobilier, ça reste une valeur refuge. Donc même s'il y a eu la crise, bah, l'immobilier reste une valeur refuge et qu'il faut avoir confiance en immobilier. Pas sur un one-shot, hein, sur un coup où tu veux acheter, tu veux revendre tout de suite. Non, mais sur la durée, l'immobilier, ça reste une valeur refuge. Un secteur qui a donc une résilience malgré les crises enfin pas successives, mais plusieurs crises qui ont Bah oui, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'évolution technologique, tu as besoin d'un toit. toujours. Et tout le monde, et plein de gens recherchent toujours un toit continuellement. Au-delà de la partie immobilier, qu'est-ce que ça t'a appris sur cette crise? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi en tant que patron? Alors, déjà, être patron, c'est 50% de la réussite d'une entreprise, c'est gérer. Et on m'a toujours dit, gérer, c'est prévoir. C'est de prévoir les imprévus. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, je dirais que ça a conforté un petit peu mon idée que justement la gestion, c'est important et qu'il faut de la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, et qu'il faut surtout garder quand même toujours le lien avec les clients et protéger ton équipe. Ça, c'est important.
Donc oui, des leçons tirées par rapport à cette crise. Euh, Quand on pense aussi aux crises, on pense notamment à la période Covid. Comment elle s'est passée de ton côté? Ouais, je pense un petit peu comme tout le monde, ça a été quelque chose de... On s'en rend pas compte, mais ça a été quelque chose d'historique. Ça restera dans l'histoire. Parce que c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on nous prive de notre liberté. Donc ça a été quelque chose de vraiment historique. Après, je l'ai vécu au niveau professionnel, j'ai quand même eu peur. Donc effectivement, j'ai jamais pensé à arrêter, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que là, tu n'as plus le droit de sortir de chez toi, tu ne peux plus faire des visites. Je ne sais plus, on est resté 2 mois, 2 mois sans pouvoir sortir. Le premier confinement, oui, c'était ça, c'était 2 mois. Voilà, 2 mois confinement. Mais en attendant, toutes les charges fixes, c'est-à-dire que tu as ton loyer, tu as les publicités, tu as des contrats, tu dois les respecter. Donc, toutes les charges, bah, tu continues à payer. Par contre, tu n'as aucune rentrée d'argent. Donc là, c'est le chef d'entreprise qui parle. Donc, ça a été très compliqué à ce niveau-là. Après, j'ai essayé aussi, bon, c'était l'époque des Zooms, hein, tu sais, l'application là où Pour les réunions à distance, les oui, oui. réunions à distance, donc ça, j'avais fait pas mal. J'ai essayé de faire un maximum de formation perso, mais également avec mon équipe pour justement les protéger, garder ce lien pour pas qu'on, parce que c'est important pour moi une équipe. Je voulais pas, je voulais vraiment, il faut qu'ils sentent que le chef il est là. Voilà, c'est important de se dire, vous inquiétez pas, je suis là, je sais où on va aller. Ça, c'était important pour moi. Cette présence, oui, oui, tout à fait. La présence du leader. Tout à fait. Et là aussi, comment tu pourrais expliquer la fermeture de nombreuses agences immobilières, même si tu l'as un petit peu... Bah, voilà. Bah, je dirais que le nerf de la guerre, ça a été, je pense, la trésorerie. C'est-à-dire que là, celui qui n'avait pas de trésorerie, bah, c'était très compliqué. Tu ne peux pas faire face, puisque, bah, comme, on va dire, que c'est comme un particulier. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, au bout d'un moment, ça ne va pas, quoi. Tes banques ne te suivent plus. Et je dirais que certains chefs d'entreprise, certainement, se sont dit, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Aujourd'hui, je perds de l'argent, est-ce que ça vaut le coup que je continue? À titre d'exemple, euh, on est resté presque un an sans se donner de salaire. Donc ça, faut pouvoir l'assumer. Et surtout, il faut se dire que être chef d'entreprise et quand tu as des crises comme ça, il faut pas oublier on est des hommes avec les faiblesses d'un homme et ça demande beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'il y a aussi des chefs d'entreprise, des chefs d'agences immobilières qui ont perdu l'énergie, qui n'avaient plus la force de continuer et qui se sont dit vaut mieux fermer. C'est ce qui explique donc en fait toutes ces fermetures. Tu as un petit peu abordé la question suivante, et les leçons de cette crise. Est-ce que tu en as tiré quelques-unes? Oui, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement, ça m'a permis de se dire, bah, justement, il faut que je gère encore plus les imprévus, de se dire que s'il y a une autre crise, parce que l'immobilier, de toute façon, c'est cyclique. Des crises, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps eu. Tu m'as parlé de 2008, mais moi, j'ai même connu celle de 94, 92, 94, où là, c'était encore pire. Donc, il faut, en tant que chef d'entreprise, garder de la trésorerie. Il faut faire très attention et protéger son personnel et surtout savoir, en tant que chef d'entreprise, savoir où tu veux aller. Il faut que ton équipe sache, elle sente que le taulier, il est là, il est debout, c'est important. La présence du chef, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure. La présence, et il faut les rassurer. Si, on va dire, si, un peu comme un papa avec ses enfants. L'enfant, s'il a peur, bah, qui c'est qui va le rassurer? C'est le papa. C'est vrai, justement. Tu as évoqué la crise de 94. Est-ce que tu as quelques souvenirs? Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Alors, franchement, là, je sais plus parce que j'étais plus jeune, c'était en alternance. Mais je sais qu'à l'époque, euh,
Oh, tu pas connu, mais il y avait le service militaire. Donc moi, j'ai fait mon service, militaire. J'étais en alt alors, j'ai repris, 94, j'ai repris un métier d'agent immobilier justement en 94, mais là, l'immobilier était complètement sinistré. La cause, je ne sais plus la cause. Je peux pas te dire, mais je sais qu'il n'y avait plus rien qui ne se vendait. Toutes les agences se cassaient la figure. Et c'est là où j'ai arrêté l'immobilier. Je suis parti vendre des systèmes d'alarme en porte-à-porte. D'accord. Donc cette transition s'était faite un peu de manière forcée, si Exactement. on peut Ouais. résumer ça. Merci l'armée. Au-delà de l'immobilier, est-ce que tu as des passions dans la vie? Oui, bien sûr. Ma femme, mes enfants, la famille. Et sinon, on va dire, c'est surtout le foot. J'adore le foot. Et après, il y a des choses aussi que j'aime bien, comme la guitare, le flamenco. Et du coup, tu viens d'évoquer le foot. Ouais. Est-ce que ça a encore une grande place dans ta vie actuelle? Alors, ça a une grande place. Je ne vais pas dire ça a une grande place. On va dire la grande place aujourd'hui, c'est plus en tant que spectateur devant ce petit écran. Mais je dirais qu'il y a peu de temps, oui, oui, ça me prenait beaucoup de temps puisque je coachais des équipes de minots, des U6, U7 à Neuilly-Plaisance. On va revenir après sur Neuilly-Plaisance, mais aujourd'hui, bon, même si on a un petit peu la réponse sur ton équipe préférée, on présume que c'est le Real Madrid. Le meilleur club du monde. On est d'accord là-dessus. Est-ce que tu as un joueur que tu considérais comme un modèle, actuel ou même ancien? Alors, professionnellement, oui, il y a des joueurs, on va dire, footballistiquement plutôt, Maradona, Ronaldinho. Après, je dirais, vraiment en modèle, mais sur les hommes, il y en a 2. Il y a Raoul, je ne sais pas si tu as connu, un ancien joueur du Real, pour ses valeurs, d'homme et surtout, Zinedine Zidane. Est-ce que l'un de ces deux joueurs t'inspire encore aujourd'hui? Ah bah, il y en a un, oui, parce qu'il a un peu la même coupe de cheveux que moi. Et oui, Zidane, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui dans sa personne, c'est-à-dire que malgré les sommets qu'il a atteints footballistiquement, au niveau médiatique, et il y a beaucoup de choses qu'il fait, il s'en vante pas. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une association, c'est Ella, je crois. Très peu de personnes le savent, mais il travaille beaucoup pour cette association. Alors que certaines personnes, lorsqu'elles font des actions bénévoles, caritatives, se mettent trop en avant. C'est-à-dire qu'ils le font pour dire, tiens, t'as vu, j'ai fait ça. Que lui, au contraire, il reste humble. Je pense que je me retrouve un petit peu dans ses origines, dans ses valeurs. Et surtout, on dit toujours, derrière chaque homme, chaque grand homme, il y a une très grande femme. Zidane, sa femme, elle a un rôle très très important dans sa carrière, dans sa manière d'être. Et oui, moi aujourd'hui, j'ai une très grande femme à côté de moi, mon épouse Sarah, qui est une très 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 grande dame. Sans elle, c'est vrai que aujourd'hui, bah, j'aurais peut-être pas été ce que je suis en tant qu'homme. Et Zidane et Raoul, c'est deux personnes qui donnent tout sur le terrain, qui respectent les valeurs du club. Donc, et pour revenir sur Zidane, la petite anecdote, je ne sais pas si tu as vu sur l'agence, on a une devise. Bon, tu demandes à mes employés, tous ils la connaissent, hein. C'est travail, respect, sérieux. Et pour la petite anecdote, ça vient pas de moi. Je l'ai plagié. Oui. En fait, j'avais lu un reportage de Zidane quand il était au centre de formation de Cannes. Il avait 16-17 ans. Et il disait, bah, moi j'étais sur Cannes, donc tous mes potes, ils allaient à la plage, les minettes, etc. Moi, je continuais à travailler à l'entraînement, je faisais des tours de stage, je faisais de la musculation. Et il a dit, voilà, moi j'ai réussi grâce au travail, respect, sérieux. Alors, j'ai pas repris pour reprendre, parce que je me retrouve dans ces trois valeurs. Travail, respect, sérieux. Je pense que c'est la clé de la réussite. C'est vrai que quand on retrace un petit peu le parcours de Zidane, il y a une certaine humilité qui se dégage de lui avec tout ce qu'il a accompli. On rappelle que
c'est le premier entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions 3 fois de suite. Et là, justement, il va pas spécialement s'en vanter, toujours pour souligner cet esprit d'humilité. Et c'est vrai que malgré tous ses accomplissements, il va pas se mettre en avant. Il a vraiment cette humilité qui a marqué beaucoup de personnes. Humilité, dignité, mais en même temps, un charisme. C'est-à-dire que Zidane, il arrive, il impose. Et pourtant, il parle pas beaucoup. Mais voilà, respect. Non, c'est vrai il a une grande classe. Et c'est reconnu par tous les grands footballeurs de l'ancienne ou de la nouvelle génération, bien sûr. Tu avais évoqué un petit peu le NPFC. Quel, euh, quel lien tu as eu avec ce club aujourd'hui? J'ai eu et j'ai. Parce qu'il ne faut pas parler au passé, même si le NPFC, c'est ma famille. C'est la famille, c'est un club de foot qui a été créé en 96 par des amis Mehdi, Yefé, Kader. Après, ils ont été aidés par Marwan, Nadji. Tout ça, c'est la famille. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant j'étais trésorier du club et je m'occupais de la catégorie, la plus petite catégorie U6, U7. Par manque de temps, par manque, voilà, j'ai des obligations professionnelles. J'ai dû arrêter toutes ces obligations, mais je reste lié à jamais avec ce club et mes amis. Et tu es toujours derrière eux aujourd'hui. Et je suis toujours derrière eux. On se voit de moins en moins parce que j'ai moins l'occasion d'y aller, mais je serai toujours avec eux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi s'il le faut, quoi. C'est super. En plus, c'est une histoire locale, parce que justement, Formidable. C'est des jeunes de Neuilly-Plaisance qui, bah, un petit peu comme mon parcours, c'est-à-dire que moi j'ai ouvert mon agence à cause de mauvais patrons. Bah, eux, ils ont créé de début à la fin leur club à cause de mauvais dirigeants. Donc comme ils avaient des principes et des idées bien définies et déterminées, ils se sont dit, bah, écoute, il n'y a pas le choix, il faut qu'on crée notre club. Et ils l'ont créé, et aujourd'hui, respect par rapport à ce qu'ils ont fait. en tout cas, c'est une belle histoire que ce soit pour le NPFC ou pour Alain Moreno. On arrive doucement vers la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères avoir réussi, après 25 ans, plus de 25 ans même de carrière? Alors là, j'ai un sentiment partagé. Si je te dis non, ça peut être prétentieux, mais je dirais par humilité, oui, je suis conscient de ce que j'ai créé, mais je pense il y a encore à faire. Je pense que mon œuvre n'est pas terminée. Justement, par rapport à l'œuvre pas terminée, quels sont les objectifs que tu te fixes encore aujourd'hui? Les objectifs, c'est important de s'en fixer, les objectifs. Aujourd'hui, les objectifs professionnels, c'est surtout créer mon équipe. C'est-à-dire que je veux stabiliser mon équipe, je veux encore renforcer mon équipe, parce que c'est avec les personnes qui vont t'entourer que les objectifs vont être atteints. Donc aujourd'hui, c'est plus encore créer une équipe, recruter s'il le faut, pour pouvoir après faire d'autres choses. Et si c'est pas professionnel, bah, j'aimerais bien apprendre à jouer de la guitare, reprendre, quand j'aurai plus de temps, éventuellement reprendre les entraînements avec les petits. Ça, c'est des objectifs également. La guitare, tu en avais déjà pratiqué, c'est ça? C'est ce que tu disais? Pendant le Covid, je me suis mis un peu à la guitare pendant le Covid. Ça a duré que le temps du Covid, hein. Tous les doigts explosés. Et après, on a arrêté. Il n'y a pas eu de continuité. Mais c'est quelque chose qui te reste en tête, que tu souhaiterais peut-être reprendre plus tard? Ah, complètement. Oui, oui, tout à fait. Ce serait de la guitare classique, c'est ça? Oui, ben, c'est la guitare flamenco andalouse. Flamenco. Ah, après 25 ans de carrière, est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais laisser à la jeunesse? Ah, ça, c'est important. Ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose que j'aime transmettre. Ça, c'est important. J'adore former les jeunes. D'ailleurs, sans parler d'immobilier, mais lorsque j'étais au NPFC, j'avais des jeunes coachs avec moi, 15 ans, 16 ans. Il y avait Soukena, Chekna, Alan, Diallo. Et ben, ces jeunes-là, ils ont juste besoin qu'on les guide un petit peu.
qu'on leur donne quelques petits conseils. Donc aujourd'hui, le conseil le plus important que je devrais leur donner, croyez en vos rêves, n'écoutez pas les autres, euh, entourez-vous des personnes qui vous élèvent et pas ceux qui vous tirent vers le bas. Et surtout, croyez en vos rêves. C'est le plus important. Croyez en vos rêves. D'où vous venez, où vous habitiez, croyez en vos rêves. Pour moi, c'est même pas un conseil, c'est une philosophie de vie, quoi. Allez jusqu'au bout de vos rêves et donnez-vous des objectifs. Ne lâchez jamais. Parce qu'on dit souvent donner des conseils à la jeunesse. Mais moi, j'ai aussi un conseil à donner aux moins jeunes. Parce qu'ils sont aussi responsables. Faites confiance à la jeunesse. C'est important. Faites confiance à la jeunesse. Quand on est père ou on est mère, on n'est pas pote avec son fils ou avec sa fille. Donnez-leur l'éducation. C'est important aussi. Parce que l'éducation, c'est un passeport de la vie. Tout à fait. Et en plus, au-delà de ça, ça se transmet de génération en génération. C'est une valeur qui est plus qu'importante, l'éducation. Je l'ai hérité de mon papa et ma maman. Et ça rejoint un petit peu aussi la question qui allait venir juste après. C'est quel conseil le Alain d'aujourd'hui donnerait au Alain de l'an 2000? Même si on a un petit peu la réponse. Alors là, ce serait magique si je pouvais revenir en 2000 et savoir ce que je sais aujourd'hui. Ce serait formidable. Je dirais, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Prends plus de risques. Et quand je dis perds pas de temps, c'est que j'en ai certainement perdu. Bah après, forcément, hein, on est plus jeune, donc on fait peut-être des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais voilà, ne perds pas de temps et prends plus de risques. De très beaux conseils justement. Mais comme tu as dit, c'était un petit peu magique si le Alain d'aujourd'hui pouvait revenir dans l'an 2000. Sinon, ça serait un petit peu, On est ça d'accord. serait un petit peu facile. Euh, Plus tard, tu devrais faire autre chose que de l'immobilier? Non. Que de l'immobilier. Oui, je me vois faire que de l'immobilier. Alors forcément, pas au même rythme, parce que je veux justement avoir plus de temps pour faire les loisirs et m'occuper de choses que j'ai pas le temps. Mais non, je ne me vois pas faire autre chose que de l'immobilier. C'est toute ta vie en fait. C'est mon bébé, c'est mes bébés. Donc les bébés, c'est pour la vie. Alain, donc on sait que tu as donc l'expertise sur le côté de l'immobilier. Et j'aimerais que tu puisses donner des conseils à des personnes. Donc, la première question, c'est quel conseil tu donnerais à un acheteur à Neuilly-Plaisance? Un acheteur, bah, déjà, avant de partir tête baissée, faire des visites, c'est de savoir son budget. Donc déjà, c'est d'aller voir son banquier. Bonjour, monsieur le banquier, je veux acheter un appartement, je veux acheter une maison. Combien je peux emprunter? À partir de là, tu as une enveloppe financière qui te permet de savoir sur quels critères tu vas te baser. Et ensuite, bah, c'est en fonction, dès que tu as ton budget, c'est de visiter 3-4 biens sur le secteur pour te rendre compte un petit peu du prix du marché. Alors là, en l'occurrence sur Nuit-Plaisance, mais c'est valable sur d'autres secteurs, de visiter pour avoir des éléments de comparaison qui vont te dire, voilà, pour ton budget, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. Ensuite, de faire le tour de la ville pour connaître un petit peu les secteurs par rapport à tes besoins. Si tu as besoin d'être proche du RER, si tu as besoin d'être proche d'une école, des médecins, et cetera, en fonction de ta situation. Et quel conseil tu donnerais à un vendeur? Les conseils d'un vendeur. Alors, je dirais le vendeur, c'est humain, un vendeur, il veut toujours mettre un prix trop important. Sauf que de mettre un prix trop important par rapport au prix du marché, c'est une perte de temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est lorsqu'on fait les visites, il faut que la maison soit bien rangée et surtout qu'il laisse faire l'agent immobilier. Parce que parfois, les vendeurs ont tendance à être trop intrusifs dans la visite. C'est-à-dire qu'ils vont parler avec le visiteur, alors que le visiteur, il ne cherche pas à avoir un ami. Le visiteur, il vient voir un bien. Donc déjà, s'il y a le propriétaire, ça peut les déranger un petit peu. Donc laissez faire l'agent immobilier et voilà, une maison qui est propre, bien rangée,
va plus donner envie d'acheter et donc avec un possible coup de cœur supplémentaire lorsque c'est nickel. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur? Un entrepreneur, bah, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est toujours avoir un cap. Il faut qu'il ait un objectif et se dire: «Je veux le point il est là, je veux aller là» et de pas passer par là, par là. Il faut aller toujours tout droit et de penser à 20 ans, à 30 ans, de pas voir demain, non, de pas avoir peur de rêver et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Quel conseil tu donnerais à un futur agent immobilier? Dans quoi tu t'engages? Donc qu'il faut qu'il sache que c'est un très beau métier. Par contre, tu comptes pas les heures. C'est-à-dire que si tu veux faire 35 heures, bah, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure sur les honoraires. Si tu veux faire 35 heures, bah, c'est pas ce métier-là qu'il faut faire. C'est un métier, par contre, si tu aimes le contact, si tu aimes, la pierre, si tu aimes, oui, le contact avec les gens, c'est un très beau métier. Quel conseil tu donnerais à Mehdi et Yefé du NPFC? Ah les frérots, ah ouais, changez rien, continuez comme ça. Et quel conseil tu donnerais à Tidiane Nam? À Tidiane, de connect, Tidiane, continue dans ta folie. Parce qu'il faut être un peu fou. Continue dans ta folie et il sait parfaitement où il veut aller. Et en fait, c'est comme dans la vie, des fois tu as un rond-point avec plusieurs routes. Et puis si tu prends celle-là, c'est pas la bonne. Par contre, celle-là, c'est la bonne. Bah, il a pris la bonne route. Donc il ira très loin, Tidiane, On lui souhaite bien évidemment. complètement. Et quel conseil tu donnerais à toi-même? Prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi parce que, comme tout chef d'entreprise, si tu veux prendre soin des autres, il faut déjà que toi, tu sois bien. Donc, c'est un peu le seul conseil que je pourrais me donner. Prends du temps pour toi. Puisque comme on le sait, c'est un marathon et pas une course, comme on le dit souvent. Exactement. On va terminer là-dessus. Et quel conseil tu donnerais à tes enfants? Oh là là, la question piège. Quel conseil? Bah, de toute façon, c'est ce que je leur dis régulièrement. euh, L'éducation, donc rester respectueux des gens. Et je reprends ce qu'a dit Zizou, travaillez, soyez respectueux, soyez sérieux. Et après tout ce qu'on s'est dit, est-ce que tu estimes qu'on a oublié de dire quelque chose sur toi d'important aujourd'hui? Non, je pense qu'on a fait tout le tour, que ce soit professionnel, que ce soit à titre personnel. Maintenant, ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que voilà, tout part de ma jeunesse, tout part de mon éducation, de mon envie de rien lâcher. Donc, j'ai rien lâché. Que de travailler en famille, quand je dis famille, puisque tous mes employés, c'est de la famille, c'est d'avoir ce respect et de trouver cet équilibre. Et comme tu as pu l'évoquer sur les diverses crises, c'est que malgré les crises, bah, on est là, on est debout. Donc ça, c'est le plus important. Et le dernier petit mot de la fin, c'est un petit peu professionnel. C'est-à-dire que pour tout ce qui est émo, pensez Moreno. C'est une très belle phrase de fin. Merci à toi Alain, merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous êtes intéressés, on vous laisse en description le lien vers l'agence Moreno 2000. Et encore une fois, merci à toi Alain pour ton temps. Merci à toi, Elias, de m'avoir accueilli. Tout le plaisir est pour moi. Merci.